Mesdames et messieurs, bonjour. Professeur Mail et son épouse, je vous remercie de nous faire l'honneur de nous accompagner dans ce 6e congrès international sur les ondes scalaires, organisé par le docteur Hervé Janosek, qui déploie une énergie bienveillante pour diffuser auprès de nous, les thérapeutes, mais surtout auprès de nos malades, une thérapie innovante, inoffensive, une médecine de demain. Donc, je vais vous parler aujourd'hui spécifiquement de mon expérience de médecin dans le traitement des maladies chroniques, des maladies souvent difficilement curables par les médecines hospitalo-universitaires qui utilisent des procédés toxiques, souvent intoxicants, et les malades qui viennent nous voir sont des malades qui cherchent une alternative ou qui cherchent souvent à diminuer les doses de ces médicaments intoxicants. Donc, je vais vous parler de mon approche avec les ondes scalaires et l'endobiothérapie du docteur Geffard. Donc, je suis moi-même ancien interne des hôpitaux de Paris, radiologue, et à 40 ans, j'ai subi une véritable conversion à tous les sens du terme pour passer de la médecine radiologique mécanique à la médecine naturelle que je pratique maintenant en Espagne avec un grand bonheur depuis 2005. Et j'ai dû aller m'expatrier en Espagne parce qu'un radiologue qui devient homéopathe en France est exceptionnel, ça n'est pas accepté, et de passer des macro-ondes au micro-ondes, c'est interdit verboten en France. Et l'Espagne m'a accueilli, et mon diplôme de docteur en médecine est valable en Espagne, alors qu'à 50 km de chez moi en France, il n'est plus valable, comprenne qui pourra. Donc, quelles sont les causes profondes des maladies chroniques et comment mieux les soigner sans nuire? Parce que la règle d'or du médecin, qui est ma règle d'or et qui, je pense, est votre règle d'or à vous tous et toutes qui êtes là, c'est primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. Mais auparavant, je voudrais vous montrer une image que je montre souvent à mes patients qui viennent souvent désespérés, le moral dans les chaussettes, car ils ont une maladie qui les afflige depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et qui met leur équilibre de vie familiale et personnelle en péril. Eh bien, j'utilise cette image à droite, qui est une image magnifique, qui est une peinture de Vladimir Kouch, et qui représente la fameuse échelle de Jacob. Eh bien, nous sommes ici en bas sur la terre, où nous luttons, nous nous battons, nous nous aimons, nous travaillons sans relâche, et puis nous avons cette échelle à franchir, et souvent, happés par les soucis de la vie quotidienne, nous oublions de regarder en l'air, dans le ciel. Il faut parfois tomber malade, tomber par terre dans l'humus, et je vous rappelle que l'humus est la racine du mot humilité, et qui nous permet d'ouvrir les yeux, d'ouvrir nos oreilles pour entendre, pour comprendre quel est notre chemin de vie sur la terre. Notre chemin, pour moi, c'est ma conviction profonde, est de monter petit à petit cette échelle de Jacob. Et la maladie, dans la souffrance, nous fait gravir parfois 4 à 5 barreaux d'un seul coup, comme les accidents de la vie professionnelle ou la perte d'un être cher. Alors nous avons deux choix face à ces difficultés de la vie quotidienne, soit on se révolte, soit on accepte, et c'est souvent l'acceptation qui vient après la révolte, et c'est un chemin de vie, un chemin de croissance spirituelle. Il me paraît indispensable, quand on est médecin et qu'on souhaite pratiquer une médecine holistique, de pratiquer cette médecine corps, âme, esprit, et comme disent les Espagnols, cuerpo, mente, espiritu. L'homme n'est pas fait que de l'étage corporel inférieur, il est fait d'un cerveau, c'est le mental, la psyché, nos émotions, mais il est fait de l'étage supérieur de la fusée qu'on oublie, que la médecine occidentale oublie, qui est l'âme, qui est l'esprit, et qu'il ne faut pas négliger. Donc il y a des causes de maladies qui sont profondes, des causes spirituelles, si l'on n'est pas dans le fil rouge de sa vie, si l'on s'écarte de la mission qui à chacun nous est confiée pour travailler au bien commun. Il y a des causes mentales, et qui sont bien analysées par les psychothérapies, par un chemin personnel aussi, par la méditation, par la prière qui permet d'éviter ce bruit de fond mental qui nous intoxique. Et puis on va voir maintenant ce qui nous concerne, les causes
corporelles. Alors, il y a 3 grandes causes corporelles des maladies chroniques. Je ne parle pas des maladies aiguës. Il y a l'inflammation, l'oxydation et les infections. Et c'est, je dirais, le triomphe du docteur Geffard que d'avoir montré par ses analyses de sang immunologiques que derrière ces maladies chroniques, il y avait presque tout le temps une infection. Et nous verrons qu'elle est d'origine intestinale. Alors, je rappelle que les autres causes de maladies chroniques, ce sont les pollutions, la nutrition dévitalisée, c'est ce que je fais à mon cabinet, c'est remettre les gens sur une nutrition vitale qui leur donne de l'énergie. Et puis, n'oublions pas le mode de vie sédentaire et de stress du monde occidental qui nous rend malades par une faible oxygénation et une augmentation de l'acide carbonique. Les pollutions, pour voir très rapidement, nous connaissons tous la pollution pétrolière par les gaz d'échappement, mais nous oublions la pollution au radon dans nos maisons avec les caves mal ventilées et qui est une source de pollution électromagnétique importante. Les pollutions chimiques, les pesticides, les médicaments, et on oublie tout le temps, enfin souvent, pas vous, mais dans la communauté médicale, de parler de la pollution due au vaccin. Et j'ose ici en parler librement, car il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il y a 2 tabous en médecine en France, 2 tabous combattus fortement. Ce sont les vaccins et le cancer, qui sont des chasses gardées de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, nous avons aussi notre mot à dire, nous, les médecins, qui travaillons d'une autre manière, si l'on ne veut pas intoxiquer nos patients. Et je pense que le grand scandale à venir au XXIe siècle sera le scandale de l'overdose vaccinale, qui sera bien plus important que le scandale de l'amiante. Il y a ensuite... On prend des risques quand on dit la vérité, mais j'ai une phrase qui résonne en moi, qui est « n'ayez pas peur ». Il y a aussi les métaux lourds qui sont contenus aussi dans ces vaccins. Et puis les ondes électromagnétiques. Alors, on a parlé des téléphones portables, l'électricité. Je dis à mes patients, ne dormez pas avec une lampe électrique ou un radio-réveil électrique à côté de votre cerveau. Ça résonnera avec les mêmes fréquences sur votre cerveau et vous empêchera d'avoir un sommeil réparateur. Ventilez votre chambre, évitez la Wi-Fi la nuit. Attention au téléphone portable et au compteur Linky qui non seulement donnent une pollution électromagnétique, mais pourront être source d'espionnage à grande échelle. Alors, dans toute maladie chronique, le docteur Bernard Lambert en a parlé, beaucoup en parleront, on retrouve l'intestin. C'est le pivot de notre santé. C'est non seulement un tube digestif, un filtre, comme on l'apprend en faculté de médecine, mais c'est un deuxième cerveau immunitaire, un deuxième cerveau émotionnel. Si vous voulez que votre premier cerveau rationnel, qui est une antenne, le cerveau est une antenne, le centre de la conscience n'est probablement pas dans le cerveau, puisque quand les patients vivent des expériences de mort ou de vie imminente et que leur électroencéphalogramme est plat, ils se souviennent de ce qu'a dit le chirurgien ou le réanimateur qui était en train de les réanimer. Et quand ils reviennent sur Terre, alors qu'ils avaient eu pendant cette période leur électroencéphalogramme plat, que le cerveau ne fonctionnait plus, ils se rappellent de tout ce qu'a dit le chirurgien et le réanimateur. Donc, le cerveau est une antenne de notre âme, de notre conscience super lumineuse. Eh bien, notre cerveau d'en haut, si on veut qu'il fonctionne bien, il y a un aller-retour avec le cerveau d'en bas. Et 80% des réserves de sérotonine, l'hormone du bonheur, se trouvent dans l'intestin. Donc, bichonner son intestin, c'est bien manger et c'est bichonner son cerveau d'en haut. Donc, je suis un professionnel d'une image, je vais vous parler avec des images. Je trouve qu'un beau dessin est souvent plus explicite qu'un long discours. Et ces beaux dessins sont faits par une fille formidable à qui je rends hommage, qui s'appelle Nathalie Fourmy, et qui a eu la bonté, quand elle m'écoutait, de pouvoir dessiner ce que je lui demandais de transcrire dans un beau dessin. Vous avez ici à gauche le cadre colique avec l'intestin grêle et une coupe transversale qui montre la fine muqueuse intestinale, la lumière intestinale et les villosités intestinales, qui fait que ces villosités augmentent la surface entre le monde extérieur et le monde intérieur de la surface d'un terrain de tennis. Mais cette muqueuse que vous voyez ici en bas à gauche, elle est faite
d'une succession de cellules épithéliales, les entérocytes, qui sont tous normalement collés les uns aux autres. Et l'épaisseur de cette muqueuse, c'est celle d'une épaisseur de papier à cigarette. C'est tout ce que la nature a prévu pour nous protéger du monde extérieur. Mais elle doit rester continue, cette membrane. Il ne doit pas y avoir de trous. Or, nous allons voir pourquoi, de temps en temps, il y a des trous dans cet intestin, et on appelle ça la porosité intestinale ou l'hyperperméabilité intestinale, et c'est la cause de ces maladies chroniques. Donc vous avez ici à gauche une muqueuse normale, et ici des jonctions lâches et des jonctions complètement distendues, et à droite, vous pouvez vous apercevoir que s'il y a des trous, il y a des molécules qui sont, et des particules qui sont dans l'intestin qui vont passer alors qu'elles ne devraient pas passer. Donc à gauche ici, ce schéma plus explicite, à gauche, tout à gauche, les jonctions sont saines. Donc tout ce qui passe de la lumière de l'intestin dans le sang est filtré par la digestion, et ce filtre est parfait, ne laisse passer que des molécules qui ne vont pas entraîner de réactions inflammatoires, immunitaires ou oxydantes. Par contre, à droite, si vous avez des trous, vous voyez que certaines molécules qui sont dans la lumière de l'intestin, des micro-organismes en bleu, du gluten en jaune, des toxines en rouge, vont pouvoir passer librement et se retrouver dans la circulation sanguine alors qu'elles ne devraient pas y être. Et c'est cela qui va entraîner des réactions en cascade que je ne vous détaillerai pas, car mon ami Bernard Lambert connaît très bien la biologie, il pourrait vous les détailler dans les formations que nous allons organiser à Paris beaucoup mieux que moi. Moi, je suis là pour vous expliquer par l'image comment ça marche. Eh bien, qu'est-ce qui provoque ces fameux trous, cette porosité dans l'intestin? Eh bien, on retrouve le stress. On sait que le stress favorise la porosité intestinale. Les médicaments, ça, c'est quand même incroyable. Quand on est étudiant en médecine, moi-même j'ai fait 12 ans d'études de médecine, la seule portion de la thérapie, c'est la pharmacopée, les médicaments. On ne m'a jamais parlé d'homéopathie, de phytothérapie dans mes études de médecine, ni d'huile essentielle. On nous parlait de médicaments de synthèse. Eh bien, ces médicaments de synthèse qui sont censés guérir les maladies, malheureusement, augmentent la porosité intestinale. Et j'ai une règle d'or que j'explique à mes patients. Moins vous prendrez de médicaments de synthèse, mieux vous vous porterez. Et c'est le but de la médecine naturelle, c'est de faire en sorte de soigner ces patients avec le moins possible de médicaments chimiques qui finissent par augmenter les causes qu'on voudrait traiter. Et parmi ces médicaments, les plus dangereux sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'il faut bannir à tout prix par des méthodes de soins qui permettent de soigner sans anti-inflammatoires. La pilule, qui est peut-être un progrès social, mais que les femmes payent au prix fort par une multiplication par 5 de leur cancer du sein, mais aussi par l'augmentation de la porosité intestinale, qui peut amener ensuite des maladies chroniques, les toxiques et les pesticides. Voilà à peu près les grandes causes d'hyperporosité intestinale. Et puis, 2-3 schémas pour parler de cette pollution totalement négligée de façon volontaire par le corps médical, pas par tous les médecins, mais par l'établissement médical et les autorités de santé. Ce dessin a été fait par mon amie Nathalie, et il montre dans une aiguille vaccinale qu'on trouve bien sûr des virus ou des bactéries vivants ou atténués, mais comme ils sont souvent atténués et qu'ils entraînent une réponse immunitaire faible, il faut ajouter des adjuvants qui vont stimuler de façon un peu agressive le système immunitaire. Et bien, ces adjuvants, c'est souvent des métaux lourds, l'aluminium ou le mercure, dont on sait qu'ils sont neurotoxiques. Et puis, pour que ce vaccin se conserve, parce qu'il y a souvent des vaccinations dans les pays chauds et la chaîne du froid n'est pas forcément respectée, il faut des conservateurs, notamment le formaldéhyde, qui est un cancérogène. Donc ce n'est pas du tout anodin, ces vaccins, contrairement à ce que nous dit une publicité rassurante. Il n'y a jamais d'effet secondaire dû au vaccin. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. J'ai été interne en neurologie, Henri Mondor, dans le service du professeur De Gauss, et en bas, il y avait le professeur Gherardi, qui à l'époque, quand j'étais interne en 1987, avait montré que la myosfascite à macrophages, qui est une forme de myopathie, on retrouvait dans les sites d'injection vaccinale de l'aluminium, qui était à l'origine de cette myofascite à macrophages. Et je rends hommage au courage du docteur Gherardi pour ses recherches là-dessus et le fait qu'il ne se taise pas.
Alors voilà un charmant nourrisson, et je ne peux pas m'empêcher de parler de notre ministre, je n'appelle pas ça un ministre de la Santé, mais un ministre du médicament. Agnès Buzyn devrait s'appeler Agnès Vaccin. C'est elle qui a rendu obligatoire 11 vaccins pour les nouveau-nés, alors que le professeur Joyeux avait fait une pétition qui a recueilli presque 2 millions de signatures, où les Français demandaient d'avoir à leur disponibilité le diphtérie, tétanos, polio, qu'on ne trouvait plus en pharmacie. Et bien la réponse du berger à la bergère, vous en voulez 3 obligatoires, on vous en met 11. Il faut savoir que cette ministre a des liens directs avec l'industrie pharmaceutique. Donc c'est quand même scandaleux, cette absence de transparence totale au plus haut sommet de l'État qui récompense par un poste ministériel quelqu'un qui va ensuite récompenser les laboratoires. C'est un cercle vicieux, diabolique, duquel il faudra un jour se réchapper. Et c'est la dose qui fait le poison. Un vaccin, peut-être 2, peut-être, mais 26 germes injectés avant l'âge de 1 an à des nourrissons dont le système immunitaire est vierge. Nous jouons aux apprentis sorciers. Le docteur Geffard disait, c'est le plus grand immunologiste du XXe siècle, disait, on réveille des clones lymphocytaires endormis par la répétition de ces injections vaccinales. On fabrique donc les malades de demain. N'y a-t-il pas une volonté délibérée de fabriquer les malades de demain? C'est ce que je me pose comme question, et il faut qu'il y ait une transparence dans la politique vaccinale. Et je vous invite à lire les livres du docteur de Lorgeril, qui a débusqué l'arnaque du cholestérol et qui est en train de se pencher sur l'absence totale de transparence dans la vaccination dans les pays occidentaux, et notamment en France. On pourrait se demander, notamment, si l'autisme et le diabète juvénile n'ont pas un rapport avec l'overdose vaccinale. Je vous rappelle que les Amish, communauté américaine, ont le droit de ne pas être vaccinés. Il n'y a pas d'autisme, de port de lunettes et de scoliose chez les enfants Amish non vaccinés. Cela doit nous faire réfléchir. En France, nous n'avons pas cette possibilité, car si vous voulez rentrer en crèche ou à l'école, vous avez besoin d'un certificat de vaccination. Il n'y a donc aucune liberté. Enfin, la sclérose en plaques a vraisemblablement aussi un rapport avec la vaccination de l'hépatite B, la narcolepsie avec la vaccination contre le papillomavirus, les myofasciites à macrophages et les Alzheimer avec les neurotoxiques que sont l'aluminium contenu dans cette overdose vaccinale. Enfin, toutes ces maladies chroniques dont je parle et dont je fais la liste ici, l'Alzheimer, ça devient la 4e cause de mortalité en France. Presque 1 million de patients sont atteints. Le Parkinson, la sclérose en plaques, la DMLA, qui fait perdre la vue aux personnes âgées, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le lupus, le purpura, le Crohn, la rectocolite hémorragique, les diabètes de type 1 auto-immuns, les maladies de Hashimoto, les néphropathies, les maladies cœliaques, les intolérances au gluten et l'explosion de l'hémorragie de Lyme. Ceux qui travaillent dans les maladies chroniques voient une explosion de ces maladies qui étaient rarissimes au XIXe siècle. Et finalement, avec ces overdoses vaccinales, je pense que nous sommes passés des infections aiguës que l'on a fait disparaître, mais la nature a horreur du vide, et nous sommes maintenant atteints de maladies infectieuses chroniques bien plus difficiles à soigner. Et donc, je vous invite, si vous voulez bien comprendre, parce qu'il faut bien comprendre ce domaine vaccinal, à lire les 4 livres et à faire lire autour de vous les 4 livres extrêmement fouillés du docteur de Lorgeril, qui est un médecin épidémiologiste, physiologiste au CNRS, et qui écrit la vérité sur les vaccins. Ils ne sont pas si efficaces que ça, et ils sont souvent très toxiques. Alors devons-nous prendre ce risque pour 800 000 enfants par an en France? Je ne sais pas, je pose la question. Donc les maladies chroniques modernes, finalement, sont des maladies infectieuses d'origine intestinale, une infection chronique froide sans fièvre, qui entraîne ensuite par une cascade biochimique complexe, inflammation et oxydation, et c'est cette inflammation
et cette oxydation qui sont à l'origine des lésions, de la gaine de myéline dans la sclérose en plaques, des capsules articulaires dans la polyarthrite rhumatoïde, de la thyroïde dans la maladie de Hashimoto, etc., etc., de la peau dans les purpuras, etc. Alors, après avoir survolé les causes de ces maladies chroniques, comment mieux les soigner sans nuire? Eh bien, moi, je vais vous parler de ce que je connais, de mon expérience personnelle à Saint-Sébastien. Donc, j'utilise la micro et la nutrition, l'acupuncture auriculaire, et puis quand c'est difficile, je passe au plan B, avec les ondes scalaires que j'utilise de plus en plus souvent, parce que pour moi, ce n'est pas un plan B, c'est un plan A pour booster nos malades, et puis l'endobiothérapie du docteur Geffard. Je vous explique comment je fais. Moi, j'utilise la micronutrition qui me permet de ne pas donner de médicaments chimiques. Je pense que ce sont les compléments alimentaires qui permettent de renforcer notre flore intestinale, une capsule tous les matins. Je m'en sers, pas systématiquement, mais très souvent, dans toutes les pathologies chroniques, pour renforcer la flore, notre équilibre intestinal, notre microbiote. Mais il faut associer les probiotiques aux oméga 3. L'un ne va pas sans l'autre. Les probiotiques pour la flore, les oméga 3 pour la muqueuse. Vous refaites votre muqueuse. Elle est plus lubrifiée, les cellules s'accolent, et ensuite, ces acides gras polyinsaturés vont dans le sang, et c'est en fait une panacée naturelle, puisque l'être humain est un primate adapté à la côte, un primate qui a une déficience dans la synthèse des acides gras polyinsaturés. Il faut donc apporter les acides gras polyinsaturés de la mer, donc des petits poissons bleus, sardines, maquereaux, que je conseille à mes patients de manger 2 à 3 fois par semaine et de rajouter de l'huile de noix ou des noix. Et donc, les acides gras polyinsaturés, s'il y a une chose à changer dans sa nutrition, c'est le bon gras. Passer du mauvais gras au bon gras. Et ensuite, il faut faire une détox. Il faut détoxifier, nous sommes tous intoxiqués. Faire une bonne détox avec Drenadocta, qui permet de stimuler les émonctoires, le foie, les reins, la peau et les poumons. Alors, autant à 40 ans, j'ai appris à mieux manger, en apprenant la nutrition santé que j'ai expérimentée sur moi-même, autant à 55 ans, j'ai appris à moins dîner. Autant il est difficile de jeûner. J'ai jeûné une semaine, ça a été une expérience inoubliable dans ma vie, mais conseiller à quelqu'un de jeûner une semaine tout seul quand il est malade, ce n'est pas forcément facile. Il y a plein de centres de jeûne qui s'ouvrent un peu partout, avec raison. Mais on peut apprendre à ses patients, dans un premier temps, à micro-jeûner le soir. Eh bien, moi, je donne ce draineur le soir à la place du dîner. Non seulement parce que je vis au Pays Basque et que le poids moyen basque est 95 kg, et donc faire maigrir le basque, c'est une performance. Et donc, je lui dis, mon coco, tu n'as pas de choix, si tu ne veux pas te coudre la bouche, il faut que tu essayes au moins du dimanche au jeudi, 5 soirs par semaine, si tu veux maigrir, de boire ce draineur, mais rien d'autre. Rien d'autre. On dort 10 fois mieux, on se lève, on a faim, on fait un vrai petit déjeuner de roi, on fait ensuite un vrai déjeuner, et ensuite on a 16 heures sans calories. Et le corps humain est magnifique. Il a 2 carburants. On n'a pas attendu les moteurs hybrides pour nous avoir un moteur hybride. On fonctionne avec le glucide, mais ce glucide, il donne des hypoglycémies, il favorise la multiplication des cellules cancéreuses, l'acidification, etc. Et on a un deuxième carburant qui existe depuis que l'homme est créé, ce sont les corps cétoniques fabriqués lors du jeûne. Et ces corps cétoniques entraînent une euphorie. C'est pour ça que quand on est en jeûne, on est bien. Eh bien, ces corps cétoniques, c'est un carburant qui ne donne pas d'hypoglycémie, qui donne une euphorie et qui permet à votre corps de se débarrasser des toxines qui vont se mettre dans le gras. Donc faites jeûner vos patients le soir, 5 soirs par semaine si vous voulez qu'ils maigrissent, 3 soirs pour maintenir, et puis les 2 autres soirs, c'est la fête. Mais attention à ne pas compenser les 2 autres soirs parce que vous n'avez pas dîné pendant les 5 soirs précédents. Enfin, je utilise énormément la silice, une silice plutôt végétale, naturelle, que j'utilise pour tous les douleurs articulaires, les pertes de fanère, mais que j'utilise surtout sur mon antenne réceptrice du SVD du professeur Constantine Mile. Alors, je ne l'utilise pas comme ça pur, sauf si je veux dynamiser le flacon que le patient emportera ensuite, et vous allez voir comment je fais. Et puis, pour compenser le stress et se sevrer des benzodiazépines, j'utilise ce complexe que j'ai mis au point, et j'ai beaucoup de retours positifs. Ça aide les gens à mieux dormir. Il y a un peu de rhodiola pour diminuer les effets du stress, de la mélatonine pour induire le sommeil. Et si on est moins stressé, qu'on a un meilleur sommeil, eh bien on va guérir la nuit sa porosité intestinale.
Alors je suis français, cocorico, l'acupuncture auriculaire, this is the French medical acupuncture. Je pense que nous, les Français, on peut être fiers du docteur Paul-Marie Nogier et de son fils Raphaël Nogier, qui continue à diffuser cette magnifique acupuncture reconnue dans le monde entier, un peu combattue en France, certes, mais qui permet de traiter sans médicaments, car l'oreille représente le fœtus tête en bas. Et je suis intimement persuadé que le bon Dieu, dans sa sagesse qui a créé l'être humain, a créé cette oreille si bien dessinée, non seulement pour que les êtres humains entendent le message, mais surtout pour qu'un jour les médecins se servent de cette belle oreille pour soigner sans nuire. Et je dirais que c'est ce que j'ai appris de plus beau en médecine, c'est l'acupuncture auriculaire, c'est ce qui m'a donné le plus de satisfaction. C'est moins compliqué que l'acupuncture chinoise, c'est une réflexothérapie mais qui marche de façon colossale parce que l'oreille est branchée sur la réticulée et est la porte d'entrée du cerveau. Bref, c'est un écran clavier tactile de chaque hémi-ordinateur cérébral et vous pouvez ainsi pianoter sur le cerveau et ensuite le cerveau ira délivrer localement dans la zone atteinte des molécules d'endorphine, des molécules de cortisol. Vous voyez ici la colonne vertébrale magnifiquement représentée, le crâne, le cerveau. Donc très régulièrement, moi je fais les points émotionnels qui sont représentés à la partie antérieure du lobe de l'oreille, qui représente le rhinocéphale et le préfrontal, qui sont les zones des émotions. Et il y a souvent des lâchers, prises, des épisodes de pleurs quand on pique ce point. Et on fait une véritable libération émotionnelle. Donc, l'acupuncture auriculaire, si vous ne la maîtrisez pas, si vous voulez l'apprendre, vous pouvez aller à Lyon, vous pouvez aller à Paris, vous pouvez me contacter. Ce n'est pas si compliqué que cela, c'est une merveilleuse thérapie. Ça permet de soigner le stress, les douleurs et de régler les hormones. Et on a, au bout de 3 séances à 1 mois d'intervalle, 80% de bons résultats dans 80% des cas. Et c'est grâce à cette merveilleuse technique française que je ne prescris pas d'anti-inflammatoires ni d'antidépresseurs, parce que j'ai un magnifique outil à ma portée. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette acupuncture auriculaire que j'ai perdu mon travail de radiologue, parce que mes associés qui ne comprenaient pas cette technique, quand des patients venaient me voir pour des sciatiques et qu'on ne pouvait pas faire d'infiltration épidurale sous scanner et que les médecins généralistes m'envoyaient ce patient pour faire de la neuroacupuncture auriculaire, mes 2 associés charmants m'ont botté en touche de ma société de radiologue en disant « Tu es radiologue, tu n'as pas le droit de piquer, va-t'en ». Et je me souviens toujours, c'est gravé dans ma mémoire, quand je suis passé devant l'ordre des médecins, parce que je portais plainte contre mes associés qui m'avaient piqué mon travail de façon malhonnête, eh bien, l'ordre des médecins ne m'a pas donné raison, ce qui est pour moi un signe de décoration. Et j'ai vu graver qu'une image du serment d'Hippocrate qui était gravée pendant toute cette période épouvantable pour moi. Je ferai tout pour soulager la souffrance. Et j'ai perdu mon travail parce que je faisais ça, et mes pères médecins n'ont pas reconnu cela. Mais il y a beaucoup de gens aveugles, et que voulez-vous? Cela m'a remis dans mon fil rouge aussi, ça m'a rendu service d'être là à Saint-Sébastien pour faire une médecine naturelle et aider mon prochain. Nouveauté mise en place par le docteur Halimi, qui était à l'origine du DIU de neuroacupuncture auriculaire à Paris, la cryoponcture auriculaire, la cryothérapie, ce n'est pas une poncture, pour les enfants et pour les gens sensibles, ou pour les zones difficiles à piquer, par exemple la zone réticulée, c'est une crête, si vous mettez un ASP dessus, très régulièrement on se gratte l'oreille et il va partir. Eh bien, moi, je pique la réticulée avec le froid, avec l'oxyde nitrique, et pour les enfants, je fais souvent un point émotionnel, et ça suffit, ou un point intestinal, ou les deux. Et c'est vraiment ça, je rends merci et je rends grâce à ce docteur Halimi de nous avoir mis cet outil à disposition, il y a 3 ans. Alors, on va parler de ce qui nous concerne, et les ondes scalaires, qui est une véritable révolution en médecine. Eh bien, finalement, moi, je suis passé du tube à rayon X au SVD du professeur Constantin Meil, d'un tube qui irradie, qui permet de diagnostiquer, à une machine qui n'a pas d'effet secondaire, mais qui permet de soigner. Et je pense que c'est un cheminement logique de passer de ces ondes électromagnétiques aux ondes scalaires. En tout cas, ça résonne en moi, comme ça résonne au niveau de l'ADN. Et ça, c'est encore Nathalie Fourmy. Ce schéma explique que nos ondes scalaires en spirale, comme on a vu tout à l'heure,
rentre en résonance avec l'hélice de l'ADN, beaucoup plus que les ondes électromagnétiques. Et donc, quand nous allumons cette machine d'ondes scalaires, vraisemblablement, nous informons les ADN et les cellules de nos patients par le biais de ces ondes scalaires, car les cellules communiquent plus par ondes scalaires que par messagers chimiques. On ouvre sa voiture maintenant avec une télécommande, c'est bien plus rapide, ben c'est ça les ondes scalaires. Et si on a perdu sa télécommande, ce qui est rare, ben on va utiliser la clé dans la serrure, et ça c'est la médecine moléculaire du 19e siècle, auquel est restée encore bloquée la médecine officielle. Mais elle va passer à la télécommande, c'est qu'une question de temps. Voilà un schéma qui représente, je ne sais pas si le schéma est bon, j'en ferai un autre maintenant, où on verrait les ondes qui viennent d'en haut et de l'extérieur, et qui sont concentrées par cette machine. En fait, pour moi, la machine émet peut-être des ondes, mais je pense que c'est surtout la concentration de ces neutrinos qui nous environnent et qui viennent se concentrer et qui sont un vecteur d'information sur lequel on va pouvoir mettre les informations voulues. Donc j'utilise le Spooky 2, j'utilise énormément la Lakowski Pulse, parce que la plupart des patients qui ont une maladie chronique sont en stress chronique. Et j'ai beaucoup de satisfaction avec cette séquence. Et je fais des séquences, la première, 9 minutes. J'offre souvent, ça c'est le docteur Monio qui m'avait donné cette idée, j'offre souvent la première séance, parce que parfois les patients sont réticents, et puis je me dis, ça ne leur fera pas de mal. Tout le monde n'est pas sensible aux ondes scalaires. Si vous faites un blocage mental, il ne faut pas le faire. Il y a des gens trop rationnels qui ne sont pas sensibles. Moi, je suis très sensible à ça. Quand je me fais les ondes scalaires, je sens que l'énergie monte, et ça me permet de ne pas être fatigué en fin de journée. Mais tout le monde ne réagit pas aux ondes scalaires. Ce serait faux de dire que tout le monde réagit. Il y a aussi des blocages psychologiques, mentaux, qui permettent l'efficacité de ces ondes. En gros, 80% des patients sont sensibles à ces ondes. Et puis ensuite, j'utilise des séquences de 15 minutes, et je viens d'apprendre qu'on pouvait faire des séquences plus longues. Peut-être que j'essaierai des séquences plus longues quand les gens sont vraiment affaiblis. Et donc, j'utilise énormément sur l'antenne réceptrice la silice végétale naturelle et les graines germées. Ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Je fais donc, moi, radiologue, ancien interné aux hôpitaux de Paris, pousser des graines germées dans mon institut de médecine naturelle. Je les ai consommées pendant 15 ans. Eh bien, maintenant, je les fais pousser. Vous avez à gauche les graines dans l'eau, des graines de luzerne, alfalfa, ça veut dire 1000-2000 en arabe, parce que ça va devenir, au bout de 5 jours, cette petite plante bourrée d'énergie vivante. Si vous voulez dépenser 10 000 € pour vous injecter des cellules souches, vous pouvez aller en Suisse, dans des cliniques spécialisées. Mais si vous êtes pauvre comme Job, ou pauvre comme la plupart des Français dépouillés par Macron, eh bien, utilisez les cellules souches du pauvre, que sont les graines germées. Bernard m'a bien fait rire tout à l'heure en parlant du SVD comme le Thermomix. Il a tout à fait raison, il fait tout. Alors voilà comment je fais maintenant. J'ai 2 petites coupelles, je mets un peu de silice végétale naturelle dans la coupelle d'en bas et je rajoute souvent les médicaments homéo qui me semblent nécessaires pour le stress, pour les articulations, la phytoliquide, etc. Et puis, je leur mets des graines germées. Pendant 15 minutes, le patient est là, je lui dis de méditer tranquillement, de penser à sa guérison future, ou de prier, ou de rester, en tout cas de faire le silence dans son cœur. Et puis ensuite, je lui dis de manger les graines germées, parce que sinon je les jette. Elles ont été informées par lui, par les ondes, par les traitements. Il les mange, et ensuite il finit par le cocktail, l'apéritif, la silice. Et c'est vraiment très bon. Voilà comment on peut faire quand on a peu de moyens, et pour les patients qui nous sont confiés et qui ont souvent peu de moyens, et les ondes scalaires nous aident à transmettre une information d'emblée lors de la première consultation. Alors voilà comment Nathalie l'avait schématisé. Je trouve que c'est assez intelligent, utiliser cette antenne réceptrice pour informer vos patients. Je ne vais pas parler de nombreux cas cliniques, juste 2. Je rappelle celui de l'année dernière, mais je le rappelle, car c'est celui qui m'a motivé pour utiliser les ondes scalaires, mon assistante infection urinaire, qui me demande à moi, médecin homéopathe, de lui prescrire des antibiotiques. Alors je dis, bon, on va essayer, j'ai mieux, j'ai une nouvelle machine, je vais vous mettre aux ondes scalaires une séquence Lakowski Pulse seulement, avec 5 gouttes de Biodoctac et de l'huile de pépin de pamplemousse.
Si vous prenez 5 gouttes comme ça, vous n'allez jamais traiter votre infection urinaire. C'est vrai que les antibiotiques, c'est très efficace pour soigner les infections urinaires, et que l'huile de pépin de pamplemousse, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, à ma grande surprise, donc j'avais mis la silice et les graines germées pour la vitaliser, eh bien, guérison dans la nuit, pas de prise d'antibiotiques. Alors ça, mon coco, là, il y a quelque chose qui marche, il va falloir l'utiliser plus. Donc on peut traiter des infections par le biais des ondes scalaires. Ça ne marche pas à tous les coups, mais il faut essayer, ce n'est pas nocif. Et puis si au bout de 24 heures, il y a toujours, ou 48 heures, il y a toujours les signes, vous pouvez passer aux antibiotiques. Mais ce n'est pas automatique. Voilà un cas d'un patient qui est venu me voir pour un psoriasis fissuraire, douloureux, inflammatoire, surinfecté du cou, qui le dérangeait énormément dans un cadre génétique, famille de psoriasis et de stress professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai prescrit Hydradocta, qui est un lait corporel naturel. Je lui ai fait une triade de relaxation en acupuncture auriculaire. Et je lui ai donné un traitement intestinal par Prodocta ou Medocta pour renforcer sa flore intestinale et diminuer les passages de toxiques qui vont ensuite s'éliminer à la peau. Et puis, une seule séance de Lakowski, Pulse, 15 minutes pour le relâcher. Alors voilà l'évolution à 2 mois et à 3 mois, sans cortisone. Donc on peut améliorer, booster nos traitements sans médicaments chimiques, sans cortisone, grâce à une thérapie naturelle potentialisée par les ondes scalaires. Et je finirai mon propos par l'endobiothérapie du docteur Geffard, et je parle avec beaucoup d'émotion, car vous allez voir que nous assistons à la mort en direct de cette endobiothérapie par l'État français. Et ça, c'est au mois de septembre 2019. Et c'est pour ça que j'ai eu un cas de conscience énorme quand j'ai dû préparer cette conférence qui était déjà prête et quand j'ai appris ce qui était arrivé au docteur Geffard. Vous allez voir qu'on est face à un deuxième scandale Beljanski et qu'il va falloir que l'on se batte. Donc, le docteur Michel Geffard, excusez-moi, j'ai effacé un peu son nom là-haut, c'est un des plus grands immunologistes de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un docteur en médecine et un docteur et sciences. Il a donc une double formation qui l'a aidé. Et il est le fondateur de l'endobiothérapie, une médecine fondée sur les preuves. C'est de l'evidence-based medicine. Ce n'est pas une médecine sortie uniquement de son cerveau. Il a énormément publié. Vous pourrez aller voir sur Internet, je vous donnerai ses titres et ses travaux si vous le souhaitez. C'est un homme remarquable, d'une humilité incroyable et qui subit actuellement un véritable martyre de la part des autorités françaises. Qu'est-ce qu'il a fait, le docteur Geffard? Il a mis au point un diagnostic et un traitement oral qui permet de réparer les lésions radicalaires, oxydantes, inflammatoires et infectieuses dans les maladies chroniques comme les cancers, les maladies auto-immunes et les maladies neurodégénératives. Il s'est basé là-dessus sur un immunobilan. Donc je vais voir assez vite, vous ne m'en voudrez pas pour ne pas allonger le propos. Et si vous voulez ensuite, vous aurez le temps, grâce à Sébastien qui nous fait des magnifiques vidéos, de reprendre tranquillement cette présentation. Donc c'est une prise de sang, pas besoin d'être un jeun, puisqu'on mesure des anticorps. Et donc ces anticorps restent stables dans le sang plus d'1 mois. Et on utilise 3 types d'immunobilans, le A pour les maladies auto-immunes, le B pour les maladies neurodégénératives, le C pour les cancers. Et qu'est-ce qu'on va diagnostiquer? Les causes de ces maladies chroniques. Et ça, c'est lumineux. Voici un immunobilan normal. Tout est centré entre les 2 colonnes rouges à gauche et à droite. Il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'hyperperméabilité intestinale. On peut mesurer le terrain cancéreux. Voici un patient à droite. Il a des anticorps contre l'acide azélaïque et le benzopyrène qui traduit un terrain cancéreux. Donc on peut mesurer le terrain cancéreux. C'est très important quand on suit ces patients. Voilà un patient atteint de sclérose en plaques, franche, hyperperméabilité intestinale dans la 3e colonne, à l'origine vraisemblablement de sa maladie. Un patient qui a un Parkinson. Alors j'utilise une technique maintenant qui n'est plus mise en service, mais que j'arrive à maintenir à mon cabinet, c'est l'électrosomatogramme ou l'électrosomatogramme interstitiel, qui me permet d'avoir des corrélations, notamment chez ce patient qui a un Parkinson débutant par des tremblements isolés. Eh bien, on voit qu'il y a une hyperperméabilité, une infection,
L'hyperperméabilité intestinale est en relation avec l'inflammation jaune de toute la sphère digestive et une oxydation du cerveau en corrélation avec l'électrosomatogramme. Bref, ce patient, il lui faut de l'endobiothérapie ou il lui faut une thérapie qui vise à restaurer l'intestin, à diminuer l'infection et à diminuer l'oxydation. Comme je suis radiologue, je me suis tourné spontanément vers l'examen de l'iris. L'iris, c'est une œuvre magnifique. Il n'y a pas deux iris pareils. Je ne m'en sers pas comme diagnostic parce que je pense que l'imagerie médicale est là pour nous donner un diagnostic morphologique et que les somatotopies de l'iris ne sont pas d'accord entre elles. Mais je l'utilise pour voir la vitalité de mon patient et pour voir ses terrains rhumato, cardiovasculaires, de stress. Et là, vous avez une femme de 59 ans qui a un antécédent de cancer du sein et qui a une polyarthrite rhumatoïde. Alors en bas, son œil magnifique, elle a la superbe roue articulaire, ces petits nuages de coton disséminés à la périphérie de l'iris. Elle a un terrain articulaire depuis très longtemps. Si on lui avait fait un examen d'iris il y a une quinzaine d'années, on aurait pu lui dire « faites attention, vous risquez d'avoir un jour un rhumatisme ». On aurait pu prévenir. Et puis, elle a des complexes humains, parce que quand ça va à gauche, c'est des complexes humains. Pas beaucoup, mais quand même, qui sont à la limite de l'hyperperméabilité intestinale et d'une oxydation. Et on retrouve souvent, et dans l'immunobilan, on mesure la réactivation tuberculeuse. On retrouve maintenant, très souvent, des patients qui ont ces germes tuberculeux actifs de façon modérée, mais qui sont néanmoins présents. Donc peut-être que le BCG, et encore j'en doute, a fait diminuer la tuberculose en France, mais on a des tuberculoses frustres. Le Crohn est une tuberculose idéale frustre. Et on retrouve très souvent dans le Crohn et la polyarthrite une réactivation tuberculeuse. La spondylarthrite ankylosante, eh bien là, pareil, vous retrouvez une hyperperméabilité intestinale. La maladie de Crohn, eh bien là, tous les cadrans sont rouges. Vous avez à la fois l'infection, l'inflammation, l'hyperperméabilité et la multiplication d'une bactérie tuberculeuse. Et puis vous avez ici un terrain de stress avec les fentes radiaires très importantes en haut au niveau de la sphère cérébrale de l'iris. Et bien là, il va falloir agir sur le stress si on veut améliorer cette maladie de Crohn. Les infections urinaires à répétition, franche hyperperméabilité qui laisse passer des bactéries Gram- qui vont ensuite aller coloniser la sphère urinaire. La névralgie du trijumeau, on pense que c'est d'origine dentaire dans 50% des cas. Mais dans 50% des cas, il y a une origine médicale et on retrouve très souvent, j'ai fait pas mal d'immunobilans dans les névralgies du trijumeau, une oxydation. Donc il faut penser à traiter non seulement la douleur de vos patients atteints de névralgie du trijumeau par l'acupuncture, par d'autres méthodes, mais aussi traiter l'oxydation, les traiter comme des malades chroniques. Ce n'est pas qu'un problème mécanique. Et puis vous pouvez comparer ici entre un immunobilan normal et une grande fumeuse. Le tabac sur oxyde est à l'origine des maladies oxydantes, dont le cancer. Je suis radiologue et je suis bien placé pour vous parler du surdiagnostic de cancer du sein et du cancer de la prostate. Ne vous faites jamais faire une biopsie de la prostate. Or, c'est comme ça qu'on diagnostique le cancer de la prostate. Enfin, on passe par le rectum, donc on injecte des germes du rectum dans la prostate. Et ça, c'était le professeur Israël qui me l'avait dit en personne. Quand on fait une biopsie de la prostate, on agresse le tissu prostatique, comme pour le sein, et les cellules cancéreuses qui sont là s'allument et font SOS, multipliez-vous. Donc il vaut mieux les suivre. Les PSA limites entre 4 et 15. Je vous rappelle que le PSA est fonction du volume de la prostate. Une prostate à 100 grammes, on a le droit d'avoir un PSA jusqu'à 12. On multiplie par 1,2. Donc quelqu'un qui a une prostate comme ce monsieur à 75 grammes, il a le droit d'avoir un PSA jusqu'à 8. Donc son PSA à 13, il a des petites cellules cancéreuses. Je lui fais un immunobilan, le terrain cancéreux est faible. Donc on peut traiter naturellement. On n'a pas besoin de passer à des thérapies agressives. On peut le suivre comme ça. Ça nous aide énormément. Et puis on peut faire de la médecine prédictive chez quelqu'un qui vient. Ça représente malheureusement que 10% des patients. Docteur, dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être malade. Celui-là, il a tout compris. Mais c'est que 10% des malades, malheureusement. Et puis ce livre que j'ai trouvé chez mon ami Jean-François Monniot, eh bien, quand l'immunobilan est normal et qu'il y a une pathologie chronique, il faut rechercher les virus. Parce que ces maladies sont des maladies infectieuses, soit bactériennes, soit virales. Et il faut rechercher les virus. Alors donc cet immunobilan, meilleur diagnostic, meilleur traitement. Et le docteur Geffard, non seulement il avait mis au point un diagnostic performant,
mais il a mis au point ici une thérapeutique qui s'appelle l'endothérapie, et que moi j'ai tendance à appeler l'endobio, parce que c'est vraiment une médecine bio, ce n'est pas les biothérapies que nous vend l'industrie pharmaceutique et Big Pharma qui ont plein d'effets secondaires. Non, c'est vraiment une thérapie biologique qui reprend des molécules naturelles et qui a été testée sur des milliers de souris, puis prise par des milliers de malades depuis une trentaine d'années, avec plus de 100 publications scientifiques internationales à la clé. Eh bien, c'est une révolution comme celle de Fleming, qui avait découvert comme par hasard, tout seul dans son laboratoire, que la pénicilline inhibait les colonies de staphylocoques. C'est, je dirais, 50 ans après la découverte de Fleming, une découverte qui va révolutionner la médecine, et Big Pharma l'a bien compris. Donc l'ambiothérapie, en résumant, on prend de la lysine, c'est un acide aminé, qu'on colle les uns à la suite des autres, ça fait la polylysine L, qui est le véhicule idéal parce qu'il est hydrophile, il passe la barrière hématoménagère et il n'a aucune toxicité ni immunogénicité. Donc c'est le transporteur idéal. Et quatrième avantage, si on lui colle des petites molécules naturelles dessus, on multiplie par 100 la biodisponibilité et l'efficacité de ces petites molécules. Et le docteur Geffard a donc testé, bricolé dans son laboratoire des milliers de formules différentes. Et en fait, il a eu l'astuce de coller, de greffer à cette polylysine des acides gras. Et il a montré que si vous greffez des acides gras à courte chaîne sur la polylysine, ils vont se mettre sur les pores des bactéries, ils vont avoir un effet leurre et ils étouffent la bactérie. On a mieux que la vancomycine, on a le PF02, qui est un antibiotique naturel qu'on prend par voie sublinguale et qui n'altère pas la flore intestinale. Et c'est ce qu'on utilise dans les maladies infectieuses chroniques. Donc c'est une vraie révolution. Il y a eu la révolution de Fleming, bien, mais maintenant on arrive à la fin des antibiotiques. Les bactéries sont plus intelligentes. Je vous dis cette phrase que vous pourrez répéter avec vos patients. Les bactéries, c'est les Chinois. On a intérêt à s'entendre avec les Chinois. Ils sont plus nombreux que nous. Donc vivons en bonne entente avec les Chinois. Et donc arrêtons de les mitrailler, de les dézinguer avec les vaccins et les antibiotiques, et travaillons plutôt à booster les défenses immunitaires de nos patients pour qu'ils résistent mieux à ces bactéries qui sont, je vous le rappelle, 10 fois plus nombreuses que nous, 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin contre 10 000 milliards de cellules. Et puis il a greffé aussi des antioxydants pour baisser l'oxydation et des neuromédiateurs, et ça c'est une révolution, et il a montré qu'ils avaient un effet thérapeutique de réparation des lésions neurologiques. Ça c'est une grande nouveauté. Non seulement on enraye la maladie, mais on peut contribuer à la réparer. Donc en pratique, on prend des petits comprimés le matin et le soir, 3 jours sur 4, pendant 3 mois, et on refait un immunobilan tous les 3 mois. Le docteur Olivier Soulier, ici présent, pourra vous faire part aussi de son expérience, et je lui rends hommage pour tout le beau travail qu'il a fait avec le docteur Geffard. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est un pionnier. Et vous avez des médecins qui ont compris très tôt qu'on pouvait utiliser cette endobiothérapie pour le plus grand bonheur du médecin, mais surtout de leur malade. Je vous prends juste un exemple, un cas clinique, une patiente qui est venue me voir pour une myasthénie. Elle voyait double. L'ophtalmologiste ne savait pas si c'était vraiment une myasthénie, mais en tout cas, elle avait une diplopie par une paralysie du nerf oculomoteurs 4 gauche. Eh bien, je lui ai fait un électroscanner qui montrait une inflammation intestinale, un immunobilan qui montrait une franche hyperperméabilité intestinale, et depuis qu'elle est sous endobiothérapie, elle n'a eu aucune récidive de sa maladie auto-immune, alors qu'elle n'a pris aucun immunosuppresseur et aucune corticothérapie. Donc nous avons là une thérapie qui permet d'enrayer les maladies auto-immunes et qui n'a pas de toxicité. Donc les résultats, je résume très rapidement les résultats publiés internationalement par le docteur Geffard. Le triomphe de l'endobiothérapie, c'est la sclérose en plaques. Et ce n'est pas par hasard si le docteur Geffard a des ennuis en ce moment. C'est que vous avez sur cette diapositive, à gauche, l'échelle verticale, c'est l'EDSS, le score de la sclérose en plaques. Plus c'est haut, plus on est atteint. Et vous avez en rouge l'évolution de la sclérose en plaques dans les publications internationales quand c'est traité classiquement. Ça ne fait que s'aggraver. On finit par boiter, marcher avec des cannes, aller en fauteuil, terminer dans un lit et mourir prématurément. Et puis en bas, c'est quand on prend l'endobiothérapie, on casse d'emblée l'évolution
de la maladie, et on passe d'un score EDSS de 7, où on était en début de handicap sévère, à un score EDSS de 2 qui permet une vie normale. Et le docteur Geffard a plus de 20 ans de recul, et je pense que le docteur Soulier aussi là-dessus, et pourront témoigner. Donc, l'endobiothérapie, c'est le triomphe de la sclérose en plaques et le triomphe de l'endobiothérapie. Je vous montre cette photo, elle me touche beaucoup parce que un jour, je faisais une conférence en 2018 et je parlais de ma propre famille. C'est une famille de sclérose en plaques et j'ai 2 oncles, un oncle et une tante qui ont une sclérose en plaques et qui ont fini en fauteuil roulant et qui sont morts prématurément parce qu'ils ont été traités par la médecine hospitalo-universitaire, bolus de cortisone et immunosuppresseurs. Et ma cousine, qui a mon âge, elle a connu, pas par hasard, le hasard n'existe pas, le docteur Geffard, elle prend son traitement, elle va très bien, elle n'a aucun symptôme de sclérose en plaques. Et ce jour-là, elle était là, dans la salle, et nous avons fait une photo ensemble avec le bon docteur Geffard. Et donc, dans ma propre famille, j'ai été marqué par ça, mais il m'a fallu du temps pour connaître le docteur Geffard et mettre en pratique sa thérapie. Dans les cancers, les femmes qui ont un cancer du sein avec métastase, vous avez la courbe du haut horizontale et la courbe du bas qui plonge. La courbe du bas, c'est si les femmes prennent de la chimiothérapie. Eh bien, il n'y a plus que 25% des femmes vivantes au bout de 5 ans par la chimiothérapie, quand les femmes ont un cancer du sein avec métastase. Si elles prennent l'endobiothérapie seule, 90% des femmes survivent au bout de 5 ans. Je pense que Big Pharma et les autorités de santé sont au courant de ces statistiques. Et c'est la raison pour laquelle le docteur Geffard a des ennuis en ce moment. Et dans la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie incurable, la maladie de Charcot, si vous prenez l'endobiothérapie, vous multipliez par 2 l'espérance de vie qui passe à gauche de 4 ans, à droite à 8 ans. C'est donc un espoir pour les malades. Eh bien, le docteur Geffard a reçu le 10 décembre 1992 la plus haute distinction, la médaille Alperne. Et qu'a dit le professeur Jean Bernard de l'Académie de médecine? Certains chercheurs se consacrent héroïquement à l'étude des maladies spontanément curables. Michel Geffard est différent. Ce sont les maladies graves et mal comprises qui sont l'objet de ses travaux. Et je vous ai montré à quel résultat il était parvenu. Eh bien, pour cela, le docteur Geffard a été exclu de son laboratoire du CNRS il y a 10 ans, radié honteusement de l'ordre des médecins il y a 3 ans et mis en garde à vue 48 heures en septembre 2019, il y a de cela moins de 15 jours. Je n'ai plus le droit de parler au docteur Geffard. Plus aucun médecin ni patient n'a le droit de parler au docteur Geffard. Nous sommes en Allemagne de l'Est, dans ce pays, la France. Il va falloir qu'on défende nos libertés. C'est comme si l'ordre des médecins avait radié Fleming et l'État fermait son labo en 1928. Eh bien, comment couler un médecin qui dérange? C'est simple. On l'intimide, on l'expulse de son labo de recherche, on le radie ensuite de l'ordre des médecins pour pouvoir ensuite le mettre en examen pour exercice illégal de la médecine. Le piège est non pas parfait, mais diabolique. Les précédents qui n'honorent pas l'établissement médical et les politiques. Semmelweis, ce Hongrois qui avait découvert que les femmes, 20% des femmes mouraient en couche, c'était donc la loterie d'aller accoucher à l'hôpital à l'époque en Hongrie. 20% des femmes qui mouraient, c'était parce que les obstétriciens qui disséquaient les cadavres ne se lavaient pas les mains et transmettaient ces germes mortels aux femmes qui allaient donner la vie et qui mouraient à cause de cette erreur médicale. Les chirurgiens ne le savaient pas, mais Semmelweis a tiré la sonnette d'alarme parce que quand il a fait laver les mains à l'hypochlorite de sodium des chirurgiens et des obstétriciens, plus aucune femme ne mourait. Il a fallu 50 ans pour que cette simple mesure d'hygiène soit acceptée, et 50 ans où les femmes ont continué à mourir par la bêtise crasse et l'ignorance. Beljanski, il y a 30 ans, numéro 2 de Pasteur, qui a trouvé les produits Beljanski qui fonctionnent dans le cancer et qui ont permis à François Mitterrand, qui savait son cancer de la prostate alors qu'il venait juste d'être élu et qui nous l'a cyniquement caché,
François Mitterrand a survécu 12 ans grâce, entre autres, aux produits Beljanski. Et ce n'est pas pour rien que le PAO VFM s'appelle comme ça. FM, c'est François Mitterrand. Quand Mitterrand est mort en 1995, son labo a été fermé. Ça a été un stress épouvantable pour le docteur Beljanski, qui est mort d'une leucémie foudroyante de stress. Heureusement, sa fille a repris ses recherches et ses travaux aux États-Unis. Il y a d'autres laboratoires qui travaillent et qui font des produits de qualité. Attention, il faut bien doser les produits là-dedans pour être sûr que vous donnez le bon dosage d'alcaloïdes. Mais Beljanski, ce qui s'est passé il y a 30 ans, c'est ce qui est en train de se passer en direct devant nous. On assiste à la mort en direct de l'endobiothérapie. Et je reçois maintenant des mails paniqués de malades suivis par le docteur Geffard qui me disent « Mais j'ai une CEP depuis 11 ans. Sans ce traitement du docteur Geffard, je ne serai plus en vie. Ma CEP est stabilisée depuis 8 ans grâce à l'endobiothérapie. Comment je peux faire? Ils ne répondent plus au téléphone, je ne peux plus faire de prise de sang. Comment je fais ?» Voilà les questions, nous, auxquelles les médecins, on est confrontés par cette décision brutale. Eh bien, pourquoi on gêne le docteur Geffard? Parce que le marché de la CEP, uniquement ce marché-là, c'est 20 milliards de dollars. C'est donc Big Pharma pour des médicaments qui n'enrayent pas l'évolution de la maladie, qui provoquent de graves effets secondaires, qui plombent le déficit de la Sécu, car ils sont horriblement chers, ces médicaments, contrairement à l'endobiothérapie, qui n'est pas chère du tout, mais qui n'est pas remboursée, parce qu'elle est naturelle. Donc le docteur Geffard est inquiété parce qu'il gêne Big Pharma et ce big marché. Eh bien, moi j'ai tendance à dire, les Gilets jaunes ont parlé de Macron comme la République en marche, c'est pas la République en marche, c'est la répression en marche. Il faut voir qu'en France, l'année dernière, la France a traité les Gilets jaunes pire que la Corée du Nord et l'Allemagne de l'Est. Les chirurgiens se sont plaints de voir des blessures de guerre en France, en état de paix. La multiplication, on assiste à une vraie dictature en marche. Multiplication des vaccins obligatoires. Vous ne pourrez pas y réchapper. Des remboursements de l'homéopathie, puis ensuite des remboursements des médecins homéopathes, puis interdiction des médecins homéopathes et des médecins peut-être naturels en France, qui va venir. Lanceur d'alerte inquiété, le professeur Joyeux, parce qu'il a eu le tort d'alerter les Françaises contre le danger de la pilule et du THS et le danger de l'overdose vaccinale. Et maintenant, le docteur Geffard. Alors que faire? Eh bien, défendons nos libertés. N'ayons surtout pas peur. Ce mur de l'argent, j'en suis intimement convaincu, tombera comme est tombé le mur de Berlin, pacifiquement. En conclusion, à côté de la nutrition santé et de l'acupuncture auriculaire, qui sont des armes thérapeutiques efficaces pour traiter sans médicaments, j'utilise maintenant de plus en plus les ondes scalaires pour booster mes patients, leur donner ce quantum d'énergie nécessaire qui va leur permettre de passer cette étape de la maladie, et l'endobiothérapie pour les maladies chroniques. Mais malheureusement, si l'on veut que l'endothérapie survive, il va falloir se défendre le docteur Geffard et se mobiliser. N'ayez pas peur. Je vous remercie. Dans les années 90, effectivement, j'ai été témoin moi-même très proche de Mirko Beljanski, de la même histoire qui arrive à Michel Geffard aujourd'hui. C'est sûr que l'histoire se répète, vous voyez, tous les 20 ans quasiment. C'est impressionnant, effectivement, et ça dans un pays libre, mais la seule solution, c'est effectivement informer. Les patients commencent à l'être de plus en plus, heureusement. Et puis, c'est par les patients, c'est par vous, médecins, vous, thérapeutes, que ça va passer. Mais effectivement, il faut se battre. Ça ne va pas être du tout donné comme ça. Au contraire, vous voyez, les intimidations se succèdent les unes aux autres. Elles sont de plus en plus fortes. Les déremboursements, les obligations, maintenant les mises en garde à vue. Bon, on est dans une logique implacable. Mais nous, citoyens, nous, patients, nous, médecins, bien sûr, on doit complètement se révolter contre ça. Pour nous, d'abord, pour nos enfants et nos petits-enfants, il est inadmissible qu'on accepte une société qui se comporte de cette manière contre des
une evidence-based medicine, vraiment quelque chose de tout à fait clair, tout à fait scientifique, de polyvalent, vous l'avez compris. Enfin bref, il faut continuer bien sûr ce mouvement. Et merci à toi, Pascal, de nous avoir remis les pendules à l'heure, on va dire. Et en tout cas, bien sûr, cette médecine par la physique, ces outils physiques font partie de ces belles stratégies. Merci beaucoup pour votre attention de ce matin. Bon, maintenant, on va passer directement à la pause. Oui. Je peux prendre la parole une seconde? Oui, allez, prends parole. Oui, tu as fait Olivier qui va nous... Oui, Olivier Soulier. Oui, ça fait 30 ans que je travaille avec Geffard. Le micro, voilà. OK. Ça fait 30 ans que Olivier Soulier. Ça fait 30 ans que je travaille avec Geffard. J'ai soigné presque 1000 scléroses en plaques aujourd'hui. J'en vois 2 ou 3 nouvelles tous les jours. Je n'ai personne... Avec à la fois le traitement de Geffard, les traitements alimentaires et mon abord psychologique, je n'ai personne aujourd'hui qui soit, ne serait-ce que passé à un stade d'avoir une canne. Donc, ils ont vaguement des fois, au bout de 15 ans, quelques petits fourmillements ici ou là, mais c'est tout, donc ça fonctionne très très bien. Geffard est un homme absolument extraordinaire. Pour ceux qui l'ont rencontré, c'est un saint, franchement, c'est un saint au sens le plus profond du terme. C'est un homme qui mériterait d'être plus à Stockholm pour le prix Nobel que d'être en garde à vue. Et c'est une honte de ce qu'on lui fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut vraiment tous se mobiliser. Et parce que, on va vous le dire, je pense que Hervé servira de relais, puisqu'il a vos mails à tous. On va vous le dire comment on va faire pour se mobiliser. On est en train de regarder ça ensemble. Mais il faut vraiment intervenir parce que quand on aura abattu Geffard, d'abord, il y a des milliers de personnes qui seront sans traitement. Et puis vous êtes tous sur la liste derrière. Voilà. Alors, on va se réunir, on va tout faire ce qui est possible pour le sauver. Voilà ce que je voulais dire. Merci de ton intervention. Merci Olivier. Je suis persuadé que le docteur Geffard aura le prix Nobel à titre posthume. Je vous dis tout simplement les informations que j'ai eues par la bande, parce qu'il n'a pas le droit de me parler. Lundi et mardi, il y a 15 jours, 30 gendarmes sont venus chez lui, l'ont menotté, l'ont emmené avec sa femme de 72 ans dans 2 petites cellules séparées en béton. Avec un tout petit matelas, ils n'avaient pas d'eau pour se laver. Ils ont été interrogés séparément, puis ensuite emmenés dans 2 véhicules séparés à Paris pour être mis en face du juge qui leur a interdit de communiquer avec qui que ce soit. Son laboratoire est fermé. Ses ordinateurs et les fichiers de ses patients ont été pris. Bref, nous sommes face à des méthodes de l'Allemagne de l'Est et de la Corée du Nord dans ce pays soi-disant démocratique, la France, et il va falloir défendre ardemment nos libertés, ne serait-ce que pour l'honneur de ce saint homme qu'est le docteur Geffard. Il n'y a rien à ajouter, effectivement, c'est Beljanski bis, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 20 ans avec la même violence. Et j'espère que la conséquence sera différente pour Michel Geffard, parce que Mirko Beljanski, lui, il s'est soigné aussi avec ses produits. Au moment où il était sous chimio et avec sa leucémie, qui normalement aurait terrassé n'importe quel homme de son âge, 74 ans à l'époque, il s'est soigné 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais quand il était acculé à plus de papier, plus le droit de parler, etc., plus de conférences à l'étranger, il a dit bon, j'arrête. Il a arrêté de prendre ses produits protecteurs pour se laisser partir, tout simplement, quoi, hein. Donc, on parlait des causes spirituelles. Des maladies, bon, ben là c'était le pire, bien sûr, mais c'est le même schéma. Bon, écoutez, on va quand même finir sur une note gaie et joyeuse. Effectivement, nous sommes tous ici réunis pour parler du futur. Et le futur, eh bien, c'est ce que nous allons faire demain, et on essaiera de vous tenir au courant et de se donner nous-mêmes les moyens de effectivement informer nos patients d'abord. Et c'est par le nombre qu'on va y arriver, bien sûr, hein. Alors, je vous souhaite une bonne pause et on se retrouve tout à l'heure vers 14h30, un petit peu après. En tout cas, on se retrouve ici même pour la suite du programme. Merci de votre attention.